Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis extrêmement content et honoré de vous retrouver aujourd'hui dans ce webinaire un petit peu particulier puisque nous accueillons Laurent Alventosa aujourd'hui. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, justement, on va parler d'une thématique un peu spécifique qui est l'art de bien maîtriser évidemment les ventes, mais notamment de transformer vos leads en clients. Et puis, on va aborder certains aspects. Laurent va nous transmettre justement une partie un petit peu de son savoir-faire et de son expertise. En tous les cas, merci à tous d'être présents, que vous soyez en live, mais également vous qui nous regardez en replay. Je sais que vous serez nombreux. Je vois que dans le chat, vous avez déjà commencé à échanger justement autour de vos différentes activités. C'est parfait. Je sais que si vous êtes présent et connecté aujourd'hui, c'est parce que vous rencontrez quelques difficultés aujourd'hui pour transformer, pour convertir vos prospects en clients. Et clairement, Laurent, c'est un art, c'est un maître, que dis-je, dans ce domaine-là. J'ai avec moi son livre. Alors évidemment, là, on le voit à l'envers. Maîtriser l'art de la vente. Clairement, j'ai dévoré ce livre-là. Ce n'est pas du tout un webinaire sponsorisé, je tiens à le dire très honnêtement. Je l'ai pris, je l'ai trouvé moi-même comme un grand. Je l'ai dévoré. Pourtant, j'ai 20 ans d'expérience commerciale derrière moi et j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Laurent, je suis extrêmement content de te recevoir aujourd'hui. Moi Est-ce aussi. que tu pourrais, merci. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, je m'appelle Laurent Alventosa, j'ai 44 ans, j'habite à Montpellier. J'ai toute ma vie été commercial, vendeur, chef de vente, directeur commercial, et aujourd'hui j'ai un cabinet de consulting dans lequel j'aide les entreprises à augmenter leur performance commerciale, et j'ai un centre de formation dans lequel je vais majoritairement former des créateurs d'entreprises et des équipes commerciales. Voilà pour pour essayer de diminuer tout ça dans le moins de temps possible. Ouais, je sais que tu as beaucoup de projets, clairement, multi-projets, clairement. Tu as quand même une belle expérience en tant que commercial. Tu as été numéro 1 chez Orange, si je dis pas de bêtises. Oui, en tant que commercial, bon, moi j'ai commencé le commerce, j'avais 17 ans, donc j'ai commencé avec un BEP vente, puis un bac pro, ensuite un bac plus 2. J'ai fait une spécialisation de vendeur automobile. Donc je travaillais chez Renault, j'ai fait l'école de vente Renault, donc j'ai été major de ma promotion. Ensuite, j'ai fait pas mal de choses. Je suis arrivé chez Orange. J'étais 6 fois champion de vente, champion consécutif. J'ai gagné 4 challenges. Donc, j'ai fait des beaux voyages. Puis ensuite, j'ai évolué de vendeur en coach en technique de vente. Et à la fin de ma carrière salariée, quand je travaillais chez Orange, j'écrivais les techniques de vente pour les vendeurs en porte-à-porte, pour la fibre optique notamment. Et je formais les équipes commerciales dans les gros magasins, dans les flagship stores. Ok. Belle expérience, bien chargée, qui t'a appris énormément de choses. Et très honnêtement, moi, ce qui m'a donné envie aujourd'hui d'échanger avec toi, parce que je sais, nous, au sein de Crédit, c'est vrai qu'on va développer l'écosystème digital de nos clients. Et je sais que pour beaucoup, on leur fait un magnifique outil. Mais clairement, en termes de communication, ils ont parfois du mal, tout simplement, à transformer leurs prospects en clients. Et c'est un petit peu justement la thématique d'aujourd'hui. Toi, juste avant de lancer là-dessus, d'ailleurs, pour ceux qui s'intéresseraient d'en savoir plus sur le livre, là, Laurent, tu le vois pas, mais juste en dessous de la vidéo, et pour ceux qui nous voyaient en replay, vous aurez le lien en description. Vous avez le bouton, je vous ai mis le lien Amazon pour le livre de Laurent. Franchement, croyez-moi, vous gagnerez largement votre temps, clairement. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, de mettre ça sur le papier? Parce que là, tu nous parles, je dirais, d'un parcours commercial d'excellence, mais assez classique. Et pourtant, dans ton livre, il regorge d'outils parce que tu as quand même des approches, je ne vais pas tout vous vendre, mais je ne vais pas tout raconter, mais autour des neurosciences extrêmement intéressant. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ce qui a donné envie d'écrire? Bien sûr. En fait, c'est assez facile à comprendre. C'est que quand je travaillais chez Orange, j'ai fait un burn-out. J'ai fait un gros burn-out et je me sentais vraiment pas bien. Ça allait très mal. Ça allait tellement mal que j'ai quitté mon poste. J'ai demandé une rupture conventionnelle. Chose qui est un peu rare chez Orange, surtout quand tu commences à avoir des postes sympas où tu fais de l'encadrement, de la formation et de la recherche. Et là, je me suis dit, mais c'est pas normal en fait, parce que j'ai le CDI dans la belle boîte qui fait rêver tout le monde. Pourquoi je me sens pas bien? Pourquoi ça va pas? Et donc, du coup, j'ai fini par être dégoûté, vraiment dégoûté de la vente. Et j'ai fait beaucoup de développement personnel. J'ai fait beaucoup de recherches sur moi-même. Pourquoi je ressentais ces émotions-là? Pourquoi j'avais tout pour être heureux et je ne l'étais pas? Et donc, du coup, ces recherches m'ont amené sur des chemins qui sont plus des chemins de thérapeute ou de psychologue que des chemins de vendeur. Donc là, je me suis formé en PNL,
Donc, je suis maître praticien en PNL. Je me suis formé en énéagramme, où je suis expert en énéagramme, puis en spirale dynamique, en neurosciences, en pas mal de choses. Et en fait, c'est là où j'ai eu une prise de conscience, où je me suis dit, finalement, qu'est-ce que fait un vendeur? Finalement, un vendeur, c'est quelqu'un qui va faire prendre une décision à quelqu'un, la décision d'acheter le produit. Mais au final, un vendeur, c'est juste une personne qui accompagne la prise de décision. Et quand tu regardes les métiers, par exemple, des thérapeutes, un thérapeute, c'est quelqu'un qui va accompagner une autre personne à prendre une décision. Par exemple, prendre la décision d'aller mieux, de ne plus être dépressif, ou prendre la décision de quitter son travail. Et donc, en fait, j'ai remarqué que vendeur, manager, coach, thérapeute faisaient tous le même métier au final, accompagner la prise de décision. Et là, j'ai voulu comprendre comment, d'un point de vue cognitif et cérébral, comment nous, êtres humains, on faisait pour prendre une décision. Et ce qui est extraordinaire, c'est que mes recherches m'ont permis de me rendre compte que, quelle que soit la décision qu'on prend, que ça soit une décision très très simple qui est: est-ce qu'en me levant, je fais d'abord couler mon café et je vais aux toilettes, ou est-ce que je vais aux toilettes et je fais couler mon café? Ça commence là, oui. Voilà, décision simple. Et en fait, le mécanisme, c'est le même que si tu te dis: est-ce que j'achète une nouvelle voiture ou pas? Est-ce que je change de travail ou pas? Est-ce que je mange la salade ou le burger ou pas? Toutes ces décisions ont le même fonctionnement cognitif et cérébral. Et je me suis dit, mais si j'arrivais à le comprendre, si j'arrivais à agir dessus, forcément, je deviendrais un vendeur extraordinaire. Et donc, du coup, quand j'ai fait toutes ces recherches-là, j'ai trouvé comment fonctionnait ce mécanisme-là. J'ai basé tout mon travail dessus et je me souviens très bien de ce moment parce que je me suis dit, waouh, en fait, tu as créé la bombe nucléaire de la vente. En fait, tu as créé un truc trop puissant. Et c'est de là que, voilà, c'est de là que tout est parti. C'est de là que j'ai intégré toutes ces techniques-là. Waouh. Très honnêtement, c'est vrai que comme je l'évoquais tout à l'heure, j'ai eu un long parcours dans le secteur commercial. J'ai appris énormément de choses dans ton livre. Très honnêtement, c'est ce qui m'a donné envie de déclencher ça, parce que cette approche que tu as, pour avoir lu quand même pas mal de bouquins autour justement et puis m'être formé et avoir été également formateur dans ces parties-là, ben, c'est tout à fait novateur. Moi, j'ai trouvé ça absolument génial. Autant j'avais lu sur pas mal de choses sur la PNL, suivi un petit parcours de formation autour de ça pour essayer d'ancrer aussi, de se créer ses propres auto-ancrages. J'avais lu également quelques ouvrages autour de l'énagramme, mais de l'associer dans le cadre de la vente, moi, je trouve ça absolument génial. Et du coup, concrètement, par exemple, pour ce que je sais qu'aujourd'hui, on va avoir beaucoup dans notre audience d'entrepreneurs, de gens qui peuvent être solopreneurs ou dans des TPE, qui peuvent rencontrer justement certaines difficultés. Quels conseils tu pourrais leur donner, par exemple, déjà pour ne serait-ce que bien structurer un peu sa communication? Quelle accroche est-ce qu'on pourrait avoir par rapport à son activité? Alors, déjà, le conseil, c'est de se réconcilier avec la vente. La vente, majoritairement, les gens, traditionnellement, n'aiment pas vendre, n'aiment pas la vente. Pourquoi on n'aime pas vendre? Parce qu'en fait, vendre, c'est être confronté à un échec potentiel. Un vendeur plutôt correct, on va dire qu'il a un taux de transformation de 33%. C'est-à-dire qu'une fois sur 3, il vend et 2 fois sur 3, il ne vend pas. Si on réfléchit, quelle autre profession réussit son métier une seule fois sur 3? Est-ce qu'un boulanger va réussir une fournée sur 3? Est-ce qu'un pilote de train va arriver à l'heure une fois sur 3? Est-ce qu'un plombier va réparer une fuite sur 3? Donc déjà, non. À ma connaissance, à part des professions comme les enseignants ou justement les médecins, les coachs et les thérapeutes, il y a très très peu de professions qui ont un taux d'échec aussi grand. Donc du coup, la vente, c'est le reflet d'une non-réussite ou le reflet d'un rejet. Donc déjà, on n'aime pas vendre. Si en plus de ça, on additionne des contextes sociaux et culturels qu'on se souvient tous des vendeurs, dits vendeurs de tapis, qui s'accrochent à vous et qui argumentent et qui ne vous lâchent pas, le vendeur, ça devient une profession agaçante. Donc en fait, à la base, on n'aime pas vendre. Donc mon premier conseil, c'est que si vous voulez vendre, il faut se réconcilier avec la vente. Il faut se dire que quand vous êtes en position de vendeur, et ben en fait, c'est comme si vous mettiez un costume. Vous êtes la personne que vous êtes dans votre contexte, quelle que soit votre profession, mais le moment où vous êtes en posture de vente, devenez un acteur. J'appelle ça le grand Mendez. Faites-en trop si vous voulez ou faites-en moins, peu importe. Mais faut revêtir ce costume-là. Pourquoi? Parce que déjà, si toi, tu n'es pas à l'aise, si toi, tu n'es pas à l'aise avec le fait de vendre, si tu n'es pas à l'aise avec ton produit, si tu as même une toute petite part de toi, ne serait-ce qu'1% qui n'est pas sur du prix ou pas sur du produit,
avec les neurones, ce qu'on appelle les neurones miroirs, qui sont des neurones qu'on possède tous, êtres humains, pour se synchroniser et discuter et vivre en société avec les autres humains, et ben en fait, les gens vont le sentir. Et donc, ça ne va pas marcher. Donc déjà, le premier conseil, c'est ça, c'est vraiment de prendre du plaisir, de se détendre et de le faire. Ensuite, pour vraiment donner un conseil pratique, c'est de structurer ces entretiens, de faire des structures simples avec une phase d'accueil, prendre de suite le lead sur son entretien, être celui qui va questionner et pas celui qui va argumenter ou répondre aux questions. Voilà, prendre le lead sur l'entretien et ensuite, tout se passe bien. C'est vrai. Majoritairement, les gens en vente disent « Moi, je sais bien vendre, mais j'aime pas répondre aux objections. J'ai peur des objections, j'aime pas les objections, je suis coincé à une objection. » Si tu as un problème d'objection, c'est-à-dire un problème de closing, il y a 9 chances sur 10 que tu te sois planté dans ton opening. 9 chances sur 10. Donc déjà, prendre le temps de se présenter, prendre le temps de bien comprendre la personne, ça peut paraître simple comme conseil et tout bateau, mais c'est vraiment ce qui va au début apporter le plus de résultats. C'est extrêmement enrichissant ce que tu évoques là, parce que d'endosser ce rôle, au final, c'est d'être authentique avec soi-même et d'assumer son produit au final. Parce que c'est vrai que souvent, même lors d'entretien, je me rends compte que certaines personnes ne sont pas à l'aise avec un client. Par contre, pour expliquer à un tiers qui n'est pas client son produit ou son service, vous êtes intarissable. Et je pense dans le chat, vous pourrez l'échanger. Très honnêtement, vous devez même saouler votre entourage avec votre projet. Enfin, clairement, avec votre société, avec votre produit. Vous devez en parler, j'en suis convaincu. Moi, je trouve cette approche hyper intéressante. Et puis, le côté entretien simple, c'est ce qui marche le mieux, quoi. Vous êtes en position d'écoute, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est en effet un point hyper important. Quels sont, du coup, pour rebondir là-dessus, quels sont, selon toi, les principales erreurs ou les principaux freins, qu'ils soient cognitifs ou humains, qui peuvent freiner justement une vente ou faire que les gens n'osent pas justement aller au bout, en tout cas, de la démarche? Qu'est-ce qui peut freiner un peu les gens? Quelles sont les erreurs que tu as pu constater les plus fréquentes? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que aucun humain n'aime payer. Qui aime payer? Qui aime dépenser de l'argent? Mettez-moi-le dans le chat. Mais même quand c'est pour quelque chose qui nous fait plaisir, fondamentalement, on n'aime pas dépenser de l'argent. Dépenser de l'argent, pourquoi on n'aime pas dépenser de l'argent? Parce que l'argent est une ressource qu'on ne dispose pas en illimité. Donc, si je dépense de l'argent dans quelque chose, c'est de l'argent que je n'ai pas pour une autre chose. C'est une privation. Donc, un client, il va être capable d'acheter votre produit ou votre service si et seulement si la valeur perçue de ce produit, de cette offre de service est supérieure à la douleur ressentie de payer. Et ça, ce n'est pas du tout une question de prix. D'accord? Tu peux avoir un produit à 10 € ou un produit à 10 millions d'euros, le mécanisme est le même en fait. C'est que ton prospect va passer à l'action si et seulement si il est capable de voir les bénéfices, de voir le plaisir qu'il va avoir ou voir les douleurs qu'il va pouvoir éviter. Voilà. Si ton prospect est capable de voir ça, à ce moment-là, déjà, tu vas augmenter tes chances que ton prospect passe à l'action. Et pour réussir à faire ça, la solution la plus simple, c'est de partir de l'état présent de ton prospect. L'état présent, c'est qu'est-ce qu'il vit, mais surtout, c'est qu'est-ce qu'il ressent. C'est d'aller chercher les émotions. Qu'est-ce qu'il ressent? Et d'arriver à le projeter vers l'état désiré, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va vivre, ressentir une fois qu'il aura acheté le produit, l'offre et le service. Et plus la différence entre l'état désiré, l'état présent et l'état où ton produit, le service va l'amener est grande, plus tu peux vendre ton produit cher. Tout simplement. Grand service, grand prix, petit service, petit prix. Donc, le secret des high tickets, c'est une grande valeur au final. Ouais. Le secret, c'est une grande valeur et c'est surtout l'art de transformer quelque chose qui peut être une expérience qui peut être peut-être rébarbative ou compliquée en quelque chose de cool. Je prends l'exemple de professions qui vendent par exemple, je sais pas, de la comptabilité, des assurances. J'ai moi-même créé un cabinet de courtage en assurance avec mon épouse, donc je connais le principe, ou un produit très technique.
il n'y a pas le petit côté sexy, c'est pas, j'achète pas un truc qui me fait kiffer. Il y a un petit côté anxiogène. Et donc, en fait, l'art, ça va être de décrire au prospect sa vie avec ce produit, cette offre ou ce service, mais justement de façon pas anxiogène, mais justement de façon à générer des émotions positives, à générer du bonheur. Pour l'aider à se projeter en fait sur un futur radieux avec le produit. Exactement. Jouer sur ce biais cognitif. Ouais. Parfois, alors je te vois sourire, c'est vrai que dans le chat, on te félicite pour tes lunettes. Hein. Merci. C'est un plaisir à l'avoir évoqué, c'est vrai, ce sont de belles lunettes. Du coup, par rapport à ce biais cognitif, parfois, pourtant, beaucoup de commerciales, peut-être de mauvais commerciaux, vont agiter un peu l'épouvantail. C'est de dire, attention, si vous ne prenez pas ça, vous allez passer à côté de quelque chose. Ouais. Ça peut être un chiffre d'affaires, ça peut être un nombre de clients, ce que tu veux. Du coup, tu recommandes de ne pas utiliser ce type d'approche? Alors, pas totalement. Mais c'est une super question, merci de me la poser. En fait, pour schématiser et être vraiment très très simple, la motivation d'achat se fait pousser par deux énergies motivationnelles. La première énergie, c'est l'énergie d'aller vers, donc aller vers le bonheur. Et la deuxième énergie, c'est d'éviter le malheur, d'éviter les problèmes. Si je prends un cas très simple, je suis dans la rue, je rentre dans un magasin, je vois des chaussures. Si j'achète ces chaussures juste parce que je les trouve belles, parce qu'elles me plaisent et que je les imagine dans mon placard, je les aurais achetées avec une énergie d'aller vers le bonheur. Maintenant, si j'ai mal aux pieds ou que j'ai les pieds mouillés, qu'il me faut des chaussures sèches, je vais les acheter avec une énergie qui est d'éviter le problème. Mais si on regarde bien son placard à chaussures ou si on regarde bien tous les objets qu'on va acheter, on se rend compte que les objets qu'on achète le plus facilement sont toujours les objets poussés par une énergie d'éviter-le. Non, pardon, d'aller vers. Une énergie d'aller vers. Excuse-moi. Attention. Ouais, non, je me suis trompé. Une énergie d'aller vers. Si on prend le cas des chaussures, et ça parle aussi bien aux hommes qu'aux femmes, on a tous plusieurs paires de chaussures. 90% de ces paires de chaussures, on les a juste achetées parce qu'elles nous plaisent et qu'on les trouve belles. On ne les a pas achetées parce qu'on avait mal aux pieds. Si je prends le cas d'une Rolex, la fonction première de l'objet Rolex, c'est donner l'heure. Qui a réellement besoin de l'heure? Maintenant, là, sur son téléphone portable, sur son ordinateur, sur son four micro-ondes, sur ton robot, tu l'as dans ta voiture, tu as l'heure partout. Donc, tu n'as pas besoin d'une Rolex pour résoudre le problème de « j'ai pas l'heure, je vais arriver en retard ». Si tu achètes une Rolex, c'est pour le bonheur de la posséder, la fierté, l'accomplissement. Voilà. Et tous les objets qu'on achète facilement, c'est toujours des objets qu'on a achetés en aller vers. D'accord. C'est vrai que pour l'exemple de la Rolex, c'est comme pour la voiture, c'est un marqueur social. C'est vrai que rouler en Clio, rouler en Porsche ou en BM, évidemment, c'est pas du tout le même message qui est envoyé. Donc, et d'ailleurs, les bons vendeurs, ça joue là-dessus. C'est vrai que tu viens de l'auto. Moi, je suis pas passé par la case de vendeur de voiture, mais il y a le kinesthésique, le fait de tester la voiture, de faire monter le client dedans, c'est l'odeur de la voiture. D'ailleurs, tu en parles. J'en parle, mais on n'imagine pas, moi pour avoir travaillé dans l'automobile, les constructeurs automobiles dépensent des milliards, c'est pas des millions, c'est des milliards pour le kinesthésique. C'est-à-dire que la façon dont ta voiture fait le clank de la porte quand tu fermes la voiture, le clank de la porte, le toucher du volant peut-être avec les surpiqûres à l'intérieur, le bruit du moteur, l'odeur de la voiture neuve, tout ça, ça a été fait et programmé pour te rendre littéralement amoureux de la voiture et l'acheter. C'est juste pour ça, en fait. Mais ça, il participe. On le sait quand tu passes chez les Paul, notamment quand tu es en gare, tu passes près de chez Paul, il y a un marqueur olfactif qui va être transmis. La bonne odeur du croissant qui vient juste d'être fait, tout ça, ça participe justement au marketing olfactif des marques. Oui, tout à fait. Exactement. Et donc, le talent, c'est que quand tu vas à une prestation de conseil, c'est difficile parce que si tu vends des croissants, ça sent bon et c'est bon. Même si tu vends des terrasses, par exemple, des terrasses en bois, tu as des belles terrasses, tu as des avant et des après. C'est super facile, c'est visuel. Maintenant, si tu vends une prestation de conseil, c'est assez difficile d'avoir des avant-après. Et donc, la seule solution, c'est d'aller poser des questions à ton prospect pour que ça impacte les zones de son cerveau reliées à l'odeur, reliées à la vision, reliées à l'audition, reliées au kinesthésique. Et ça, c'est très facile à faire malgré ce qu'on pense.
Tu aurais une idée justement d'un levier psychologique qui pourrait être à utiliser, parce qu'on a quand même beaucoup de néophytes aujourd'hui qui découvrent, je pense, justement un petit peu tous ces aspects-là. Quels pourraient être quelques leviers simples psychologiques à mettre en place dans cette phase de découverte de l'entretien? Donc, les leviers, c'est d'aller poser. Tout le monde connaît les questions fermées et les questions ouvertes. Et bien, en fait, il fallait poser des questions très, 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 très ouvertes et qui vont questionner la personne sur son ressenti. Et ça, on n'a pas l'habitude, encore moins dans des relations B2B, de poser des questions sur les sentiments des gens. Ouais. Et c'est très facile. Par exemple, on peut dire à la personne, imaginez demain, vous êtes dans votre bureau et vous constatez que l'audit qu'on a fait ensemble a porté ses fruits. Voilà, donc vous voyez sur votre ordinateur la courbe qui monte, vous entendez vos salariés qui vous félicitent et remercient. Vous vous sentez bien. Voilà. Et tout ça, vous voyez, vous entendez, vous vous sentez bien, tout ça, c'est des mots qui vont impacter le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Voilà. Okay. Vous pouvez le faire en questionnement, par exemple, quand vous aurez atteint vos résultats grâce à l'audit, qu'est-ce que vous pourrez voir? Qu'est-ce que vous pourrez entendre? Qu'est-ce que les gens pourront vous dire? Qu'est-ce que vous ressentirez? Voilà. Et tout ça, toutes ces questions-là, ça impacte tous les canaux visuels, auditifs, kinesthésiques de l'interlocuteur. D'accord. Si je comprends bien, si par exemple lors de l'entretien avec mon prospect, je me rends compte qu'il utilise souvent des verbes en association avec le fait de voir, de se projeter, d'avoir la vision de, c'est quelqu'un qui va être dans le visuel. Donc exactement. À moi d'utiliser son champ lexical, c'est bien ça? C'est ça. Okay. Je peux vous raconter pour illustrer tes propos. Donc, illustrer est un mot visuel. Donc, pour illustrer tes propos, je vais raconter la même histoire, une petite histoire, mais d'une façon kinesthésique, visuelle. Ah, top. Ou voilà, de plusieurs façons. Donc, imaginons, j'ai un nouveau travail et le soir, je rentre et j'en parle à ma conjointe. Donc, si je suis visuel, je dirais, alors, j'ai tout de suite vu que tout était très clair dans cette entreprise. Il n'y a pas de zone d'obscurité et le patron nous a présenté des objectifs clairs et précis pour l'entreprise. Donc là, ça, c'est vraiment quelqu'un de visuel. Maintenant, quelqu'un d'auditif va dire, je me suis de suite bien entendu avec mes collègues. J'ai l'impression que tout le monde arrive de communiquer de façon harmonieuse et j'entends déjà la réussite arriver. Voilà. Par exemple, ça va être un discours auditif. Un discours kinesthésique, ça va être « Ah, je me suis de suite bien senti dans cette boîte. J'ai eu un accueil très chaleureux et je pense que je vais pouvoir communiquer avec mon manager sans tension. » Voilà, ça va être une description de type kinesthésique. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que si tu as un prospect qui est très visuel et que tu as détecté qu'il est très visuel, tu vas lui parler en visuel. Parce que c'est comme si moi, j'avais 100% du message à envoyer, mais le récepteur, lui, il va filtrer. Donc, si j'envoie 100% de messages, si j'envoie dans mon 100% de messages du mélange visuel, kinesthésique, olfactif, gustatif, eh bien, la personne, elle va en recevoir que 20 ou 30. Je vais me fatiguer. Alors que si jamais la personne, elle est visuelle et que je lui parle en visuel, je vais peut-être passer 80% de mon message. Je vais augmenter la pertinence de mon message. Et puis l'impact que tu vas avoir du coup sur l'entretien, d'où l'intérêt de poser, c'est ce qu'évoquait Laurent, des questions très 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 ouvertes, parce que si vous êtes uniquement en mode voilà mon produit, qu'est-ce que vous en pensez, ça m'intéresse pas, merci, au revoir. Ouais. Forcément, on n'a pas le temps d'entamer une relation de confiance avec justement son prospect. Exactement. Et en plus, qu'est-ce que vous en pensez? Je fais juste une parenthèse pour dire que c'est vraiment sûrement une des pires questions qu'on peut poser en vente. Je vais vous expliquer pourquoi en 2 secondes. Ah, ben vas-y, au contraire. Même en 5 minutes, vas-y, au contraire, je prends. Je t'explique. En fait, la prise de décision humaine, l'humain n'est pas rationnel. L'humain est rationalisant. C'est-à-dire, l'humain prend une décision purement émotionnelle qui va rationaliser avec des faits. Exemple, wow, ces chaussures, elles sont trop bien, je les aime.
Ouais, puis là, ce mois-ci, tu n'as pas trop dépensé. Et puis, tu as l'anniversaire de Tata Daniel, tu mettras les chaussures. Tu as déjà pris la décision de les acheter. Tu vas vérifier avec des faits rationnels. Donc, en gros, ça se passe comment? D'un point de vue neurosciences, si je me mets de profil, le cerveau des émotions, il est vraiment dans le cerveau, après le cerveau reptilien, il est vraiment très proche d'un ancien cerveau. Tandis que le lobe frontal ici, ça va être la partie du raisonnement. La partie du raisonnement. Le cerveau émotionnel est capable de prendre des décisions très rapidement, mais pas faire de calculs compliqués. C'est le contraire du cerveau préfrontal, qui lui est le cerveau logico-mathématique, qui peut résoudre des problèmes complexes, mais va mettre très longtemps à résoudre. Donc, quand tu dis à la personne, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, en fait, automatiquement, elle va déconnecter de son cerveau émotionnel ou reptilien et elle va les connecter au lobe préfrontal. Donc, si tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que vous en pensez, ne t'étonne pas qu'il te dise je vais réfléchir. Eh ben oui, il est factuellement en train de réfléchir automatiquement. Parce que qu'est-ce que vous en pensez? Tu as lancé la réflexion de la personne. Donc, forcément, elle réfléchit. C'est sûr. Voilà. Donc, il y a plein de questions à poser, mais je vous invite à ne pas poser qu'est-ce que vous en pensez. Ouais, je te remercie pour cette histoire parce qu'en effet, il faut rester dans l'émotionnel. Comme justement ce que tu évoquais tout à l'heure, aider le prospect à se projeter dans un avenir proche avec la réponse à son problème qui est ta solution, ton produit, ta formation, peu importe, mais l'aider à se projeter. C'est vrai que c'est ce genre souvent de phrases, d'accroches qui permettent de le faire. J'ai vu des questions intéressantes, on va les prendre tout à l'heure dans le chat. Je vais les prendre juste après, mais qu'est-ce qui, selon toi, au-delà justement de tous ces principes-là, comment est-ce qu'on peut implémenter un peu plus la PNL et notamment l'énéagramme? Parce que c'est vrai que c'est quand même une grande partie sur ton livre que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Mais est-ce que, justement, avant de prendre un peu les questions des abonnés, est-ce que tu aurais quelques outils pratiques? Comment est-ce qu'on peut implémenter? Parce que la PNL et l'énéagramme, je pense que ça parle à pas mal de monde. Ou pas d'ailleurs, vous pouvez le marquer dans le chat. Si l'énéagramme, vous ne savez pas ce que c'est, vous avez été à y aller, ou à découvrir ça en tout cas par le biais du livre de Laurent. Comment est-ce qu'on peut implémenter la PNL dans en tout cas un discours de vente ou dans le cadre d'une relation commerciale? Alors, tout le monde fait de la PNL. La PNL, c'est juste de la communication entre humains. Donc, tout le monde fait de la PNL. Okay. On en fait tous sans savoir. Maintenant, quand on commence à apprendre la PNL, on commence à faire de façon consciente, à conscientiser des choses qu'en tant qu'être humain, on faisait de façon inconsciente. D'accord. Un truc simple. Tous les êtres humains ont remarqué que si quelqu'un baille, il y a de fortes chances que les gens à côté baillent. Ça s'appelle la synchronisation. Les êtres humains se synchronisent tous les uns les autres. Vous avez peut-être déjà remarqué que quand vous êtes en train de parler à quelqu'un, au bout d'un moment, vous avez à peu près la même posture de corps et vous ne savez pas si c'est vous qui avez la même posture ou la personne qui a fait la même posture, tout simplement parce que vous êtes synchronisés. Et ça, les êtres humains, on le fait naturellement. Donc, mettre de la PNL dans sa vente, vous le faites déjà. La seule différence, c'est la conscience que vous allez apporter à tout ça. C'est le soin que vous allez apporter à certains détails, la structure que vous allez faire dans la vente. Voilà. Mais vous le faites déjà. Ok. C'est presque inconscient au final. On le fait naturellement. Ok. Quand tu parles de le faire en conscience, est-ce qu'on pourrait dire également que c'est l'intention que l'on met du coup dans cette question ou dans cette approche, dans cette structure? Oui. En fait, souvent, quand je coach des gens, des commerciaux, donc je les accompagne en one-to-one, donc je suis assis à côté d'eux, ils me disaient je vais faire du phoning, donc j'écoute. Les gens partent, ils font du phoning, ils raccrochent, à la fin, je dis mais qu'est-ce que tu voulais obtenir? C'était quoi l'intention? C'était quoi le but de ton appel? Beaucoup de gens disent en fait, je ne sais pas, je veux vendre. Ouais, mais non, c'est trop tôt. Tu ne peux pas vendre si tu n'as pas créé la relation. Je prends souvent l'exemple de la séduction. Si moi, je suis célibataire, je marche dans la rue, je vois une femme qui me plaît, je lui dis bonjour, est-ce que vous voulez m'épouser? Elle va me dire non, en fait. On ne se connaît pas. Va savoir. Ouais, mais j'ai 9,9 chances sur 10 qu'elle me dise non. Oh que oui. Voilà. Maintenant, c'est pareil dans la vente. Quand tu fais du phoning, que tu es par exemple en prospection, si tu as l'intention de vendre alors que tu es en train de faire de la prospection, ça ne marchera jamais. Maintenant, si tu as l'intention de t'amuser, de te régaler, de prendre du plaisir et
de te positionner des rendez-vous pour découvrir des gens, là, ça fonctionne. Quand tu es la même personne, tu n'as pas passé des heures à faire des plannings de formation, tu ne suis pas des trames qui ne t'intéressent pas et dans lesquelles tu ne te sens pas bien. Tu t'es juste dit, là, je vais m'amuser et je vais mettre des rendez-vous avec des gens, je vais rencontrer des gens. Parce qu'en prospection, ta seule intention, c'est de fixer un rendez-vous de découverte. Et à la fin de la découverte, ton rendez-vous, le but, c'est pas de vendre. C'est simplement d'avoir construit des bases de relations et de te dire, waouh, super, j'ai 100% compris l'état présent de mon prospect. Je sais exactement où il se situe d'un point de vue financier, temporel et émotionnel. Et je sais exactement où il veut aller. J'ai compris. Voilà, c'est pas le but de vendre. Ensuite, le step d'après, ça va être, ton but, ça va être d'avoir l'intention que la personne comprenne la différence entre l'état présent et l'état désiré, ainsi que les conséquences de l'inaction. Et ensuite, seulement ensuite, le but sera de rassurer la personne, donc la libérer de peur et de croyances limitantes pour vendre. Bien sûr, toutes ces étapes-là, tu peux le faire en un rendez-vous. Si tu es dans un magasin, que tu rencontres la personne, tu dois lui dire bonjour, puis faire la découverte, puis la rassurer, etc., etc. Ou si tu fais de la vente complexe, dans ce cas-là, tu fais plusieurs rendez-vous. Mais la structure, c'est toujours la même. À chaque étape, tu dois avoir l'intention qui va avec l'étape. Si tu as une discongruence entre l'intention et le moment où la relation est, ça ne fonctionnera pas. Mais je comprends. Mais c'est hyper intéressant. Je pense que ça apporte aussi des éléments de réponse à différentes questions que j'ai pu voir justement par rapport en tout cas sur le chat. Mais c'est vrai que d'avoir cette structure simple, mais d'accompagner le client dans cette démarche-là, de se sentir compris et écouté, c'est la base, en effet, si on veut pouvoir ne serait-ce qu'évoquer après la solution que tu peux être amené à proposer. C'est vrai que c'est trop fréquent et on le voit notamment, nous, dans notre partie sur digital, sur des sites web, tout simplement, où les gens commencent par se présenter. Bonjour, qui je suis? Pour entamer une relation, c'est pas génial. Il faut d'abord voir si tu réponds en tout cas à la problématique. Justement, j'ai Céline qui me dit, eh bien, qu'est-ce qu'on doit dire si on peut pas dire qu'est-ce que vous pensez de mon produit ou qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que je peux dire à la place? C'est la question de Céline. Est-ce que tu as quelques phrases peut-être un peu toutes faites qui pourraient éventuellement s'adapter, qu'on ait un produit, un service ou une formation à vendre, plutôt que le fameux qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Le fameux qu'en pensez-vous, selon le moment où il arrive dans l'entretien, il démolit beaucoup plus les ventes qu'à d'autres moments. Le qu'en pensez-vous le plus démolisseur de vente, c'est celui quand la personne, elle a fait la découverte, elle a plus ou moins pitché, et là, en fait, elle dit qu'en pensez-vous et elle se tait. Et là, elle fait, c'est une technique de vente très ancienne qui est le premier qui parle a perdu. En gros, monsieur, voilà, pour acheter votre truc, c'est 100 000. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on attend. Et on attend. Voilà. Donc ça, là, c'est vraiment destructeur de vente. Parce que pour l'instant, vous dites qu'est-ce que vous en pensez? On envoie la personne réfléchir en lobe préfrontal et on laisse un silence qui est très gênant. Rappelez-vous, les humains, on n'aime pas les silences. Si tu vas à un date et que tu te regardes dans le blanc des yeux avec un silence, c'est gênant pour tout le monde. Ok, c'est gênant pour tout le monde. Donc, qu'en pensez-vous silence? Ça ne fonctionne pas. Maintenant, le qu'en pensez-vous, en fait, ce qu'on veut savoir, en fait, nous, c'est on veut faire un diagnostic de vente. On veut faire un diagnostic de vente. Donc, on peut remplacer qu'en pensez-vous par tout un tas de questions de diagnostic de vente bien en amont de l'entretien. Rappelez-vous, 9 problèmes sur 10, c'est pas du closing, c'est pas de qu'en pensez-vous et répondre aux objections, c'est de l'opening. Ça, c'est bien avant. Donc, par exemple, tout ce qui est question d'opinion, voilà, tout ce qui est question d'opinion. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans le dernier consulting que vous avez réalisé? Au contraire, qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié? Voilà, des questions de changement. Qu'est-ce que vous aviez dans votre... qu'est-ce qui vous manquait dans votre dernier produit, offre ou service que vous aimeriez avoir en plus? Qu'est-ce que vous avez adoré et que vous voulez vraiment garder et conserver? Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec mon prédécesseur? Voilà, ça, c'est hyper puissant. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec mon prédécesseur? Et là, c'est magique parce que la personne va tout simplement te donner la recette miracle. Elle va te dire, ben moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il était sympathique, bien placé en prix et joignable facilement. Il suffit que tu sois sympathique, bien placé à prix et joignable facilement.
C'est facile. Et puis de combler avec les manques que n'avait pas forcément le prestataire, c'est exactement ça. Voilà. J'espère que là, clairement, c'est vrai qu'il n'y a pas de formule magique. Hein. C'est aussi un petit peu l'idée, je pense, derrière cette réponse de Laurent pour toi, Céline. Il n'y a pas une formule magique. Par contre, avec une bonne approche en amont, clairement, ça fait le job. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Après, pour Céline, ce que tu peux faire, c'est… Donc, on pose toujours des questions très, très, très ouvertes. Moi, je ne pose quasiment jamais de questions fermées, sauf quand j'ai besoin d'un engagement. Le seul et unique moment où on pose une question fermée en vente, c'est pour engager quelqu'un. C'est la seule fonction d'une question fermée. Donc déjà, toutes les questions qui commencent par « est-ce que ?» sont toutes mauvaises, sauf si on a besoin d'un engagement. Donc Céline, tu peux mettre dans ton entretien des points de passage. Par exemple, est-ce que ça vous convient? Voilà, c'est une question en est-ce que, c'est une question fermée, elle est mauvaise, mais elle devient bonne quand c'est un point de passage. Est-ce que c'est ça que vous avez envie de faire? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Voilà, tu peux mettre des points de passage où tu valides certaines choses, par exemple, valider l'offre, valider le besoin, pour être sûr qu'à la fin, ça ne ressorte pas, quoi. Et c'est vrai que d'engager le client tout au long de l'entretien est un plus par ce que tu évoques, notamment la reformulation. Donc, si j'ai bien compris, vous faites ça. Est-ce que c'est bien ça? Voilà. Un peu en question d'engagement, entre guillemets, pour entretenir un petit peu et maintenir l'intérêt. Et si je peux me permettre un conseil, c'est faites des reformulations, mais jamais sans si j'ai bien compris. Remplacez si j'ai bien compris par tout simplement donc. Pourquoi? Parce que si vous avez quelqu'un, un interlocuteur qui est suffisamment formé en technique de vente, du moment où vous allez dire si j'ai bien compris, vous allez allumer un truc qui va dire, votre interlocuteur va dire technique de vente, attention, je le détecte. Et du coup, ça ne marche pas. Donc, reformuler, mais vous pouvez largement vous passer de la reformulation. Je l'ai fait avec mes clients et en exercice pratique. Ça passe très très bien. La personne vous dit voilà, je veux devenir éleveur de chihuahua parce que c'est le rêve de ma vie et que j'adore les animaux. Vous lui répondez ah génial, donc vous en fait votre rêve c'est d'élever des animaux et des chihuahuas. Voilà, et ça passe très bien, beaucoup plus fluide que si j'ai bien compris. Surtout que si j'ai bien compris, moi j'aime pas du tout parce qu'en fait ça me met dans une sorte de potentielle infériorité, quoi. En gros, c'est je me prends moi-même pour un pigeon, mais non, j'ai bien compris en fait. J'ai besoin de confiance en moi. Au bout d'un moment, j'ai compris. Et si j'ai pas compris, si vous dites donc en fait tu veux faire X, Y et Z, si c'est pas ça, la personne elle vous dira non, c'est pas ça. Vous n'avez pas besoin de dire si j'ai bien compris. Ça, je l'ai bien compris. Je suis heureux que tu l'aies compris. Mais exactement. C'est important parce qu'on garde justement cette notion de relation de confiance. On est dans un échange en fait. J'ai quelque chose à proposer, toi tu recherches quelque chose, et si on nous entend par rapport à ça. C'est vrai que tu l'avais évoqué en début d'entretien, le métier de la vente est très compliqué puisqu'en effet, on a ce fameux ratio de 30%. Eh bien, aujourd'hui, on a même des gens qui doivent être en deçà justement de fameux ratio. J'ai Sarah notamment qui te salue et qui demande, pour toi, quelles sont les conditions de réussite de la vente pour réussir au-delà, en tout cas à minima 30% de vente? Est-ce qu'il y aurait des stratégies ou des techniques au-delà de celles que tu as évoquées qui pourraient aider à améliorer son taux de conversion? La meilleure alors déjà, aucun vendeur au monde ne fait 100% de close. D'accord? J'aimerais bien, moi, vous dire je fais 100% de close. Non, ce n'est pas possible. Et il faut arrêter de se mettre la pression avec ces taux-là. C'est-à-dire que moi, j'estime pas être mauvais en vente. Mais selon l'environnement dans lequel tu mets, je vais avoir des difficultés. Est-ce que le produit est compétitif ou pas? Est-ce que le marché est réceptif à ce produit ou pas? Est-ce qu'il y a un besoin ou pas? Je ne suis pas magicien. Si le produit n'est pas compétitif et qu'il n'y a pas de marché, je ne vais pas faire 33% de taux de close. Donc déjà, il faut vraiment arrêter de se mettre la pression avec ça. D'accord. Vraiment arrêter de se mettre la pression avec ça. Ensuite, la meilleure astuce, et que peu de gens font, c'est d'enregistrer ses appels, d'enregistrer même si on est en présentiel, en one-to-one, on peut mettre un téléphone dans sa poche avec un micro, ou on peut tout simplement dire à la personne, voilà, est-ce que je peux enregistrer l'appel parce que comme ça, si j'ai besoin de revenir sur l'entretien pour faire ma proposition, je n'aurai pas à vous solliciter. Et revenir sur ces entretiens
et réécoutez. Vous vous rendrez compte qu'en fait, en réécoutant, on a tous des tics verbaux, des mots qu'on va répéter trop souvent, des tournures de phrases malhabiles, des interronégations, des trucs comme ça qui vont polluer votre message. Réécoutez-vous et supprimez tous ces genres de choses-là. Voilà. Maintenant, il existe des intelligences artificielles, je pense notamment à Fathom, donc Fathom, Fathom, ça prend des notes pendant vos conférences et ça tape tout votre compte rendu, tout votre transcript. Et vous pouvez poser des questions à Fathom par rapport à votre transcript. Vous pouvez très bien poser à Fathom la question combien de fois j'ai dit OK, combien de fois j'ai dit le mot je vois, quel est mon temps de parole, combien de questions fermées j'ai fait, combien de questions ouvertes. L'intelligence artificielle va vous répondre. Donc, enregistrez vos appels, écoutez-vous et modifiez par petites touches successives. Ne changez pas tout d'un coup. Gardez ce qui marche, gardez qui vous êtes, gardez la personne que vous êtes parce que vous êtes unique et parfait. Et juste modifiez la façon dont le message est transmis. C'est fathom.video, c'est ça que tu évoquais? Je sais plus point quoi c'est moi maintenant. Je l'ai en full automatique. Ça se lance tout seul quand je fais un Google Meet ou un WhatsApp. Automatiquement, Fathom se plug. Donc c'est gratuit pour ceux qui se posent la question. C'est totalement gratuit. Je vous ai mis le lien du coup dans le chat. Je viens de le retrouver. Ok. Top, hyper intéressant ce travail sur soi pour s'améliorer au quotidien. C'est vrai que c'est un travail à faire quasi systématiquement. Justement, j'ai Julie également qui posait une autre question. Actuellement, en tout cas depuis peu de temps, elle nous le dit, elle pose cette question au prospect. Elle est dans le cadre de la vente, elle dit « Monsieur le client, projetez-vous post-prestation, vous avez trouvé ça waouh si… » 3 petits points, point d'interrogation. Et donc elle pose la question, est-ce que c'est plutôt bof comme approche ou est-ce que ça peut aider justement le client à se projeter? Je vais la relire dans le chat. Oui, bien sûr. Elle est dans les favoris si tu veux. Dans l'onglet favoris, tu la trouves. Projetez-vous. Ouais, elle est un petit peu plus bas. Projetez-vous. Projetez-vous post-prestation, vous avez trouvé ça waouh si, 3 petits points. C'est l'avant-dernière. Ouais, en fait, si tu dis vous trouvez ça waouh, c'est une question fermée, la personne te dit oui ou non. Peut-être que toi, waouh, pour toi, j'ai perdu ton prénom, c'est Céline, non? Julie. Julie, c'est Julie. Pour toi, Julie, peut-être que le mot waouh a une signification, mais peut-être que pour la personne, beaucoup moins. Donc déjà là, tu as mis ton propre mot. Par contre, si tu lui dis imaginez quand on aura fait tout ça. Donc là, tu dis imaginez quand on aura, et tu décris ce que tu vas faire pour lui. D'accord? Imaginez quand vous aurez votre bel élevage de chihuahua avec vos panneaux, votre couple et tout, etc. etc. Donc, tu lui expliques tout le contexte qu'il va avoir autour de lui. Et là, tu lui dis, du coup, vous vous sentirez comment? Ou qu'est-ce que vous percevrez? Qu'est-ce que vous percevrez est encore mieux, parce que qu'est-ce que vous percevrez est un verbe non spécifique. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous percevrez? Les visuels vont te dire « je vois la réussite », les auditifs vont te dire « j'entends le succès », par exemple. Tandis que si tu dis « qu'est-ce que tu vois », on va te répondre avec du visuel. Donc, le mieux, c'est « qu'est-ce que vous percevrez ». Voilà, c'est vraiment la meilleure question à poser, c'est quand vous aurez atteint X, Y et Z, sous-entendu, quand vous aurez atteint X, Y et Z grâce à moi, grâce à ce que je propose, comment votre vie, elle sera? Qu'est-ce que vous percevrez? Et là, la personne, c'est elle qui va te dire ça sera magnifique, parce que peut-être qu'elle, son mot, c'est pas ouais, peut-être qu'elle, son mot, c'est magnifique. Ou elle te dira, ça sera bien. Donc, si elle est là, elle te dit, ouais, c'est bien, et que l'effort demandé est important, tu ne vendras pas, peu importe ce que c'est, parce que c'est bien ne vient pas contrebalancer un effort important. C'est juste bien. Tu as presque attendu, quoi. Mais c'est hyper intéressant parce que du coup, on arrive à déconnecter un peu le raisonnement logique pour rentrer dans l'émotionnel. Est-ce que c'est du coup le ressenti qui est demandé après derrière? Ouais. Et les gens pensent, moi, quand je parle de ma façon d'apprendre la vente, les gens me disent ouais, mais ça marche que pour le B2C, ça marche pas pour le B2B parce que moi, mes clients, ils n'aiment pas parler d'eux. Non, c'est juste que tu ne sais pas les faire parler d'eux, c'est tout. Parce que tu peux vendre une usine à 10 millions d'euros. La personne qui va prendre la décision d'acheter cette usine ou de la construire, cette usine, c'est un humain. Et donc, ça va lui générer des émotions. Elle va peut-être être fière du travail accompli. Elle va peut-être être satisfaite parce que les questions de sécurité ou pour ses employés sont meilleures. Elle va peut-être se soulager d'un problème de ses actionnaires. Et donc, tout ça, si tu fais que parler de l'usine et des 10 millions et si tu ne dis pas à la personne, alors,
qu'est-ce que ça vous fera quand vous serez soulagé de ce point-là, que l'usine sera construite? Eh bien, tu passes à côté de 75% de ta vente. Ouais, ça, c'est gros risque. Ouais. Et 99% des gens ne vont pas poser ces questions-là. Ouais. Voilà. Et plus le niveau de vente augmente, moins les gens posent ces questions-là. Hein. Paradoxe. Hein. On n'est pas un paradoxe près. Non, c'est vrai. Du coup, ces approches ont amené d'autres questions que je trouve extrêmement intéressantes. J'en aurais une aussi. Vas-y, je t'en prie. Te solliciter tout à l'heure. J'ai Mariola qui demande comment est-ce qu'on peut valoriser un service plutôt immatériel sur du conseil, de la publicité. Est-ce que tu aurais des techniques ou des leviers qui pourraient aider Mariola dans le développement de son activité? Tout ce qui est service immatériel, est-ce qu'il y a des bonnes approches meilleures que d'autres? En fait, c'est exactement ça. Il faut utiliser des mots de façon à ce que la personne se fasse un petit film. D'accord. Parce que c'est le petit film dans le cerveau qui fait prendre la décision. Je vais vous reparler de aller vers et évitez-le. La première décision qu'on prend tous les êtres humains, la toute première et que tout le monde prend tous les jours, c'est est-ce que je me lève ou est-ce que je reste au lit? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu es dans ton lit, tu dors, le réveil ou ton téléphone sonne, et là tu te dis, solution 1, je dors. Donc ton cerveau se dit, solution 1, je dors. Qu'est-ce qui se passe? Effet bénéfique, je suis reposé. Effet négatif, je suis en retard, il m'arrive ça, il m'arrive ça, il m'arrive ça. Bilan émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je me lève. Je suis moins reposé, mais je suis fier, j'évite les embouteillages, Bilan émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Et donc, après les petits films, ton cerveau regarde juste le bilan émotionnel et prend une décision sur ce par rapport à l'émotion générée. Pas d'émotion, pas de décision. Si tu as autant de raisons de faire quelque chose que de ne pas le faire, tu ne fais rien. Tu gardes le statu quo, c'est la base. Si moi, j'ai autant de raisons de changer de maison que de la garder, pourquoi je déménagerai? Je vais rester là où je suis. Donc, pour valoriser quelque chose d'immatériel comme du conseil ou de la publicité, il faut que tu guides ton prospect, et j'ai bien dit le mot guider, il faut que tu guides ton prospect pour que toi, tu aies le scénario de l'histoire, mais que lui, il ait le décor. Et c'est ça qui est important. Toi, tu dois avoir le scénario, c'est-à-dire que toi, tu dois savoir ce qui se passe, mais le décor, si le client veut dire magnifique, waouh, éleveur de chihuahua ou pingouin, c'est à lui d'aller chercher des mots. Donc, tu dois poser des questions très ouvertes pour le guider vers ce qui va se passer, mais sans lui décrire. Parce que si tu décris, tu finis par devenir quelqu'un qui argumente. Si tu dis, alors vous verrez, vos employés vont être satisfaits, tu argumentes, ça ne marche pas. Maintenant, si tu dis aux gens, qu'est-ce qui va se passer quand vous aurez ça? Et si la personne te dit d'elle-même, mes employés vont être satisfaits, c'est infiniment plus puissant. Donc, pour valoriser un service, il faut simplement dire, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez? Et là, tu lui expliques toutes les étapes du succès. Et pour qu'il mesure le coût de l'inaction, au contraire, tu dis oui, mais du coup, si vous ne le faites pas là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Et là, la voix, ben, c'est grave. On n'est pas super enjoué comme quand il se passe. Qu'est-ce qui se passe et tout. Quand on dit alors, qu'est-ce qui se passe quand tu vas réussir? Là, on est enjoué. Non, là, c'est grave. Mais si vous ne le faites pas, et combien de temps ça va pouvoir durer? Vous allez durer combien de temps comme ça? Quelles vont être les répercussions? Et sur vous, sur votre business? Voilà. Ça, c'est les variations. Et c'est comme ça qu'on peut le valoriser. Voilà. Mais effectivement, c'est plus facile quand on a un produit très graphique, où on peut faire des beaux avant-après avec des belles photos. C'est beaucoup plus simple. C'est un très bon exemple, notamment quand on parlait d'intention et de travailler justement en conscience que tu évoquais tout à l'heure. Là, tu nous as montré un très bon exemple, ne serait-ce que le ton de la voix qui doit être en accord avec ce que vous êtes en train de dire, quoi. C'est pas le commercial tout le temps jovial, c'est super, non, il y a des moments aussi qui peuvent être graves. On est dans le décisionnel, qui peuvent avoir un impact, et notamment pour Mariola, avec qui j'ai déjà eu l'occasion d'échanger justement sur son secteur d'activité. Ouais, c'est vrai que ce sont des très très bons conseils. Merci beaucoup. Le pire du pire du pire. J'ai peut-être accompagné, je ne sais pas, 5 ou 10 000 vendeurs dans ma vie. Vous, votre offre, votre produit, votre service, c'est votre quotidien. Vous l'avez peut-être pitché 10 fois dans la journée, ou 10 fois dans le mois, ou 10 fois dans l'année. Et donc, le pire du pire, c'est les gens qui commencent à pitcher avec la voix de robot. Je vais vous faire une caricature.
Alors, ce téléphone portable a un écran de 18 pouces, il a une batterie de 300 milliampères, il a un nanani, il a un nanana, 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 Ah, c'est nanana, horrible. nanana. Et la personne, elle vous fait toute la liste des caractéristiques dont tout le monde se contrefout, sauf les geeks, et j'ai le droit de me moquer des geeks étant donné que j'en suis un, tout le monde se contrefout avec une voix monotone. Non, c'est horrible. Pareil, quand les gens pitchent, vous allez pitcher, vous allez à un rendez-vous d'entrepreneur, la personne elle serre la main, elle fait alors moi j'aide les machins, nanani, nanana, j'aide les nanani, nanana. Et c'est la même chansonnette qui revient tout le temps. Et ça, ça tue vos ventes en fait. Voilà. Ouais, mais d'où l'idée d'endosser votre propre rôle, votre costume de vendeur peut-être, mais moi j'ai bien entendu, c'est pas dénaturer de sa propre authenticité, bien au contraire, c'est de l'endosser en mode, voilà, là je me mets en mode vente ou je prends ma casquette de vendeur, vous l'appelez comme vous voulez, mais je trouve pour garder cette authenticité, cette pêche, cette dynamique, voilà, j'adhère à 200% à cette approche-là, à 100%. Voilà. Sarah également qui nous pose une question. Tu as encore le temps pour quelques questions, Laurent? Ouais, moi c'est bon, j'ai posé du temps, j'ai tout ton temps. Tu as posé du temps. Bon, c'est plus pour toi et pour tes auditeurs. Ah, c'est gentil, merci beaucoup, merci. Une question que je trouve hyper importante parce que, comme j'ai dit, c'est vrai qu'on a quelques néophytes aujourd'hui. Je pense que c'est important de la poser, cette question. Sarah nous demande si faire un script avant l'appel de découverte, est-ce que c'est une solution vers la performance de l'appel? Donc là, est-ce qu'il vaut mieux partir avant de commencer son phoning, faire ses appels, avec un script de vente ou pas? Alors, le script de vente est à l'arbre ce que le tuteur est à l'arbuste. Waouh! Ah, t'es bon en images, hein. J'en ai noté 2-3, elles sont très très bien. Ouais, ok. En gros, le script de vente au début, c'est un peu comme un tuteur. Quand tu as un jeune arbre, le vent te fait plier, tout ce qui est le contexte extérieur peut te déstabiliser. C'est pour ça que je prends l'arbre. Donc au début, tu as besoin de ce tuteur. Maintenant, quand tu as l'habitude que tes racines sont bien prises et que tu es solide et que tu as connecté au succès, tu n'as quasiment plus de trame. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de trame, j'ai des points de passage et des questions outils. C'est-à-dire que des points de passage, je sais que tant que je n'ai pas fait certaines choses, je n'avance pas plus dans l'entretien commercial, tant que je ne suis pas passé là. Et ensuite, j'ai des questions outils qui me servent à débloquer certaines choses. Donc, je détecte certaines choses et je me sers de mes questions outils. Mais je ne suis plus de trame. Donc, pour résumer, la trame, oui, au début. Gardez du naturel quand vous êtes en train de la lire. Modifiez-la par petites touches successives jusqu'à ce que vous êtes dans un cadre qui vous convienne. Et quand vous êtes dans ce cadre-là, après, restez dans ce cadre-là, mais trouvez un espace de liberté au sein de cette espèce de cadre-là. D'accord. Par contre, au début, c'est important. Au début, moi, quand je fais des trames de vente, au début, pourtant, j'ai moi-même horreur de suivre des trames de vente, encore plus si c'est pas moi qui l'ai écrit. Mais au début, les premiers entretiens, il faut vraiment coller à quelque chose de carré, mot pour mot, et commencer à changer seulement petit à petit. Et ensuite, vous trouverez de la liberté. Merci pour ce conseil précieux parce qu'on le fait même au sein de Credigy pour nos vendeurs. Même des très bons, il y a un script, il faut aussi qui s'adapte aussi un peu au contexte, à notre offre, etc. Et le script, il est déterminant. L'idée, c'est de se l'approprier. Comme un musicien qui, avant d'improviser, doit connaître ses gammes sur le bout des doigts, ça doit devenir presque une seconde nature. Il a justement ses points d'étape obligatoires, il a ses questions outils, cette méthodologie qui l'aide. Après, il peut évoluer sereinement dans ce cadre, mais d'abord, il doit connaître le cadre. Donc, ces scripts vous aideront. Avec l'excellent conseil de Laurent de s'enregistrer un script plus les retouches suite à l'enregistrement des entretiens. Avec ça, Sarah, là, tu vas être au top. Largement. Ensuite, je vois aussi Isabelle qui a mis une question sur les prospects et les décideurs sont parfois nombreux. Comment faire? Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de la vente complexe. La vente complexe, ça n'existe pas. D'accord? La vente complexe, c'est un principe marketing. Dans la vente, les vendeurs, on aime bien vendre des formations de vente. Et pour en vendre plus souvent, on invente des nouveaux concepts et tout. C'est comme ça, on a l'impression d'être des gens intelligents. Donc, la vente complexe, ça n'existe pas. C'est de la vente, sauf qu'au lieu d'avoir une personne qui décide, généralement, tu as un panel d'interlocuteurs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les interlocuteurs, tu ne vas pas leur vendre le même produit. Tu leur vends le même produit, mais pas de la même façon. Il va falloir s'adapter à chaque interlocuteur pour impacter lui dans sa zone de travail, dans son univers, pour l'impacter lui avant de vouloir impacter les autres. Et ensuite, quand tu l'auras impacté lui, tu vas pouvoir transformer cette personne-là
ça va être un appui. Tu vois, ça va être une sorte de challenger qui va prendre le challenge avec toi. C'est-à-dire que si vraiment tu as réussi à l'impliquer, cette personne, elle va aller voir les autres personnes pour vendre le projet avec toi. Donc, le but, c'est d'identifier sur chaque point clé pourquoi les gens le feraient ou ne le feraient pas et quelles raisons ils auraient de le faire, de ne pas le faire, quelles raisons ils auraient de rater ta vente, de faire foirer le projet ou de le réussir. Parce que tu peux peut-être avoir le meilleur produit, mais juste imagine, tu es un directeur financier qui veut emmerder le PDG. Il peut dire non juste pour emmerder le PDG, alors que tu es une très bonne vendeuse, que ton produit est très bon et que la boîte en a besoin. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut aller savoir. Il faut aller savoir quel avantage ont les gens à faire foirer la chose et quel inconvénient ils ont à ce que ça réussisse. J'espère que ça répondra justement à ta question, Isabelle. J'en ai une autre de Julie que je trouve intéressante sur cette notion de ressenti. Certains vont avoir la peur de l'échec. Maintenant, plus vous ferez l'entretien, plus vous allez lever ce frein-là, parce qu'à force de faire les entretiens, à un moment, ça devient juste un jeu. Il faut que ça devienne un jeu. Par contre, elle demande plutôt comment est-ce qu'on peut lever, est-ce que tu as des pistes pour lever cette sensation de demander de l'argent à ses prospects ou à ses clients? Le fait d'avoir ce frein un petit peu financier. Est-ce que quand tu vas chez ton docteur, qui t'a soigné, d'accord, qui t'a sauvé peut-être la vie, est-ce que ton docteur te demande de l'argent? Oui. Est-ce que ça choque quelqu'un que le docteur demande de l'argent? Non. Est-ce que le docteur, il est choqué à la fin de te demander 23 € ou 25 €? Non. Alors, si tu as sauvé la vie et qu'il te demande de l'argent, pourquoi toi, pour faire ton service, tu ne pourrais pas demander de l'argent, en fait? Tu vois, il n'y a pas de… C'est pas mal, en fait. L'argent, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homo sapiens, l'espèce humaine à laquelle on appartient, l'homo sapiens, on a 350 000 ans sur Terre de présence, d'accord, biologiquement. Maintenant, la monnaie, l'argent, la monnaie, c'est 4000 ans d'histoire. On trouve des traces de monnaie 2000 ans avant Jésus-Christ chez les Mésopotamiens. Donc, en fait, l'humain, il s'est débrouillé pendant toute sa vie pour ne pas avoir d'argent. Et l'argent, à l'échelle de l'humanité, c'est 0,01% de sa présence. Donc, en fait, l'argent, c'est totalement des barrières qu'on s'est créées nous-mêmes. À la base, on n'a pas de filtre pour l'argent. Maintenant, si au fond de toi, tu penses déjà que c'est trop cher, c'est mort. Change de boîte, change de produit, fais autre chose. Tu ne pourras pas vendre ton produit. C'est pas possible. En fait, c'est simple. C'est plus tu offres un grand service, plus tu impactes la vie des gens, et plus c'est normal qu'on te paye cher. Voilà. Une baguette de pain, ça vaut un prix. C'est normal. Elle n'impacte pas autant la vie des gens qu'une villa. Ça peut pas valoir ça peut pas valoir le même prix. Et si tu prends même une simple bouteille d'eau, tout le monde connaît cet exemple de la bouteille d'eau. La bouteille d'eau chez le grossiste, elle a 10 centimes. Au supermarché, elle a 50 centimes. À l'aéroport, elle a 7 €. Et dans le désert, si tu dois la boire, sinon tu meurs de soif, tu peux donner tout ce que tu possèdes. C'est la même bouteille d'eau. Pourquoi le prix a changé? Parce que l'impact a changé. L'impact sur la vie de ton prospect a changé. Pourtant, le produit, c'est le même. Voilà. Maintenant, le prix, plus la personne s'est projetée avec le produit, le service, plus elle a compris ce que ça va lui amener, plus elle a compris vers quoi elle va se diriger, vers quel bonheur elle va se diriger, quelle douleur elle va éviter, et surtout qu'elle a compris qu'est-ce qui se passe si elle reste inactive, le coût de l'inaction, il n'y a pas de raison qu'elle n'achète pas. Ah, mais tout à fait. Je te remercie pour ce point de vue éclairant, Laurent. Et puis ça rejoint ce que tu évoquais tout à l'heure sur la notion de valeur. Quelle est la valeur ajoutée de ce que je propose? Est-ce qu'elle est élevée ou pas? Si déjà soi-même on pense que notre valeur ne vaut pas grand-chose, eh bien, par le jeu justement c'est les neurones miroirs que tu évoquais tout à l'heure. Si déjà vous ne sentez pas que vous arrivez comme ça, c'est vrai qu'une fois avec ma femme, on a accueilli quelqu'un qui voulait nous vendre des panneaux solaires. J'ai dit tiens, je suis curieux, je vais voir. C'était il y a quelques années de ça, mais bon, on était curieux. Le mec, il vient, il était comme ça, mais vraiment, je t'assure, il arrive, il ouvre l'ordi, il dit hop, il a balancé une vidéo. Ça n'a pas fait long feu, quoi. Aucune envie, aucun intérêt. Il était en train de subir lui-même son propre entretien, quoi. Ça se voyait trop. Ça donne pas envie d'acheter, clairement. Alors que le panneau solaire, c'est vraiment un produit qui est simple à vendre, c'est ça, le panneau solaire. Parce que la personne,
Bon, tu vas chez elle. OK, vous payez combien d'électricité? Elle te sort sa facture, tu as juste besoin de dire, et ça vous fait quoi de payer autant d'électricité? Personne va te dire, waouh, je suis trop content de payer autant d'électricité. Tu es sûr que les gens, c'est une douleur de la payer, cette facture. Et ton produit, c'est sûr qu'il va la résoudre, la douleur, parce que tu vas payer moins d'électricité. C'est super facile. Voilà. Pareil, je reprends le cas, quand je vous disais tout à l'heure, n'argumentez pas. Vous connaissez l'argument et vous allez poser la question pour que l'argument vienne de la personne. Exemple, je suis vendeur de panneaux solaires. Je pourrais argumenter en disant oui, nous sommes en 2025 et l'électricité va augmenter. Ça, c'est argumenté. Maintenant, si je dis à la personne, d'après vous, quelle est la tendance du prix de l'électricité? La personne, elle va réfléchir, elle va dire, je sais pas, vous payez plus cher ou moins cher, monsieur, que l'année d'après? Ah, je paye plus cher. D'après vous, est-ce qu'un jour, vous allez payer moins cher? Ça arrivera? Non. Voilà, donc là, la personne, on commence à la programmer. Vous voyez, c'est un exemple simple. Elle commence à savoir elle-même qu'elle va payer plus cher. Et tu n'as pas besoin de lui dire, alors monsieur, si vous n'achetez pas maintenant, vous allez regretter parce que les panneaux vont augmenter, puis il y a la promo, nanani, nanana. Tu n'as pas besoin d'aller là. C'est vrai, hein. Et justement, en tout cas, dans cette approche, c'est vrai qu'à vous de trouver un petit peu les ficelles et de pas vendre, de pas sortir un petit peu toutes les cartes de son jeu dès le départ. Il faut aussi laisser le client, autant le client de se faire aussi sa propre idée, d'arriver lui-même sur ces mêmes conclusions. Gardez l'argument. Dis-moi. Pensez à l'argument. Pour les gens qui nous écoutent, pensez à l'argument. Sauf qu'au moment de le dire, vous posez une question pour que la personne d'elle-même dise l'argument. Vous verrez, rien que ça, c'est game changer. Elle va dans votre sens. En tout cas, on l'oriente un petit peu. C'est le principe, hein. On est bien là pour promouvoir une activité. Et non pas avoir juste le point de vue du client. Je rebondis tout de suite sur un commentaire de Sarah. Quand tu parlais justement de valeur par rapport au prix, à l'objection de demander de l'argent au client de Julie, je rebondis parce que ces propos, je trouve que c'est un point de vigilance important. Elle marque, donc elle propose du savon et pas un service, Sarah, et elle trouve que son activité, elle met des guillemets, est moins importante que celle d'un médecin. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas, Laurent? Le fait de se juger en se disant, moi je suis moins important qu'un médecin, je vends du savon, j'ai pas la même valeur qu'un médecin, j'ai pas la même crédibilité. Et pourtant, le savon sauve plus de vies au quotidien que les médecins. Parce que le savon… Attention, je te laisse tes propos. Hein. non, mais je comprends le cas, tout à fait. Ouais. Non, en fait, moi, je dis tout. C'est souvent sujet de plaisanterie avec mon associé et tout. On dit, nous, en vrai, on vendrait des balais. Si ça nous rapportait plus d'argent et si c'était, on vendrait des balais à toilette comme on vendrait autre chose, en fait. Peu importe, en fait, soit un balai à toilette, un savon, une usine à 10 millions, une Porsche ou une tasse. C'est le mécanisme de la prise de décision de l'humain derrière, c'est le même. La seule différence, c'est que c'est l'histoire que tu vas raconter. Et sur les savons, je ne sais pas qu'est-ce que tu vends comme savon, mais pour m'y intéresser un petit peu, il y a quand même beaucoup d'histoires à raconter sur le savon, avec quoi il a été fabriqué, d'où il vient, quel bienfait il peut amener, etc., etc. Puis un savon, c'est hyper kinesthésique, un savon. Ça a une odeur, c'est olfactif, limite certains savons, tu as envie de les manger. Tu sens la douceur sur la peau. Et un savon, je ne connais pas le prix de tes savons, mais je pars du principe qu'un savon, une immense majorité de la population peut se permettre un savon. Donc en fait, la seule truc que tu dois te poser, c'est comment faire pour faire comprendre aux gens que mon savon est différent en fait. Parce qu'un savon, c'est un savon, mais le tien a sûrement des différences et c'est ça qu'il faut que la personne, elle remarque en fait. Et c'est ça qu'il faut qu'elle visualise. Complètement d'accord. Chaque méthode, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ça sert à rien que vous faites vous-même vos propres savons ou vous les importez, peu importe, il y a forcément une histoire qui mérite d'être racontée et d'être valorisée dans le cadre de l'entretien. Mais je te remercie, Laurent, d'avoir rebondi intelligemment sur cette approche-là parce que non, vous n'êtes pas moins importante qu'un médecin, je suis désolé. Votre produit peut sauver des vies de manière différente, mais la propreté, c'est important et pour certains, vivre sans savon, c'est juste impossible. À vous de trouver après les bons clients, mais ça, c'est du ciblage, c'est autre chose. C'est autre chose. Le savon, franchement, le savon, c'est pas. Il y a des produits bien plus difficiles à vendre que du savon. Parce qu'un savon, ça sent bon, c'est beau. Si tu prends un bain, ça fait de la mousse, c'est du bonheur, c'est du kiff. Et après, ça dépend à qui on le vend, quelle quantité, etc., bien sûr. Mais je pense pas que le savon fasse partie des produits les plus difficiles à vendre en plus.
Non, non, c'est vrai que le porte-à-porte, c'est encore autre chose, hein. Quand tu vas chez quelqu'un qui t'attend pas, rappelle-toi, il y en avait qui, il y a des décennies, mais qui vendaient des encyclopédies, hein, bien avant Google. Et pourtant, ils en vendaient, hein. Ils en Alors vendaient. moi, le porte-à-porte, c'est un métier qui fait peur à tout le monde. Donc moi, j'ai entraîné les vendeurs en porte-à-porte Mm. d'Orange pour la fibre optique, et j'ai même écrit avec un ami qui s'appelle Rémi, qui occupait le même poste que moi. On a écrit les techniques de vente pour la France entière, pour tous les vendeurs de la France entière du porte-à-porte. En fait, le porte-à-porte, quand tu comprends que ça marche, je te garantis, c'est simple. Mm. Moi, je vais dans une rue pavillonnaire, tu me lances un devis, tu me dis, voilà, tu arrives à rentrer chez combien de personnes? Tu peux me dire savon, produits congelés, encyclopédie, fibre optique. Avant de vouloir vendre, il faut rentrer chez les gens. Et bien, j'arrive à rentrer quasiment chez tout le monde, parce qu'en fait, il y a vraiment, ça s'entraîne. Il y a des techniques, il y a des choses à faire. C'est un skill, ça s'entraîne. Ouais, 100% d'accord. Pour être passé aussi par là, je voulais cette case justement du métier en porte-à-porte, mais ça devenait un jeu en fait. Ça Ouais. devenait un jeu. C'est vraiment de rencontrer des gens, taper la causette, en fait, tu discutes. Mais vous vous rendrez compte vous-même avec vos entretiens, mais la majorité des gens sont bienveillants, ils sont gentils. Mais si vous arrivez, comme tu l'as dit Laurent, avec des mots un peu comme le si j'ai bien compris, tu vois, avec Ouais. quelques approches comme ça un peu commerciales. Attendez, j'ai un truc à vous vendre, j'en ai pas pour longtemps. Bah, des phrases comme ça, déjà, moi, ça me donne pas du tout envie. Alors qu'en venant souriant, en discutant, on le voit des fois, tu as bien dû en avoir chez toi aussi, des mecs qui vendent de la sécurité, des alarmes, etc. Ils viennent pas en disant bonjour, on vend des alarmes. Bon, ils ont le look pour, Ouais. mais souvent ils ont une approche un peu haute. Ah, ça va, c'est joli quartier, il fait beau. Enfin, une autre approche, quelque chose pour essayer d'entrer, quoi. Ouais. Bon, je dis pas que ça marche, mais en tous les cas, ils tentent. Non, c'est pas des métiers qui sont faciles quand même, parce que c'est des métiers où on est vraiment énormément heurté au refus et au rejet. Mais non, mais il y a moyen de prendre du plaisir et tout. Tu vois, par exemple, moi, il y a un truc qui me. Là, c'est un peu plus. On glisse un peu sur l'acquisition, mais Mm. quand je vois qu'il y a des gens qui passent des jours et des jours et des jours et des jours à écrire des publications sur les réseaux sociaux, Mm. à y passer un temps absolu, dans l'espoir que par chance le réseau social te le mette en avant pour aller récolter un pouce, un cœur, un like, et quasiment jamais de leads. Mm. Prenez l'annuaire et votre téléphone, phonez, vous trouverez des clients 1000 fois plus vite. Tapez aux portes, vous trouverez des clients 1000 fois plus vite. Mais Ouais. ça, les gens ont peur de le faire et ont plus l'habitude de le faire. Ouais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Là, je vais pas te dire le contraire. Après, il faut trouver ces canaux d'acquisition, mais on pourra faire un webinaire dessus. On pourrait bien y passer 1 heure dessus sans problème. Ouais. J'ai juste une dernière question. Alors, hop. Juste une petite objection autour du prix. Est-ce que. Attends, je crois que c'est moi qui sonne. Tac. Je suis même pas sûr. J'entends une sonnerie. Voilà, c'est parfait. Excusez-moi. J'avais juste une dernière question. Alors là, parce que c'est souvent ça, la majorité des vendeurs, beaucoup de vendeurs ont peur de l'objection du prix, de se dire c'est trop cher ou j'ai pas le temps, etc. Est-ce que toi, tu as une technique ou quelque chose simple qui permettrait de lever, en tout cas de contourner cette fameuse objection du prix qui fait peur à 80% des vendeurs? Ouais. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, il y a des vendeurs qui disent le prix, alors que la personne en face, elle s'en fout, et ils ne sont pas arrivés au waouh, c'est génial, c'est trop bien, Ouais. c'est merveilleux, et Ouais. j'ai compris ce que vous faites. Donc, déjà, dire un prix, si la personne, elle n'a pas bien compris ce que tu fais, et c'est pas cool, et ça l'aide pas, ça sert déjà à rien. Déjà, rappelez-vous, 9 problèmes sur 10 n'est pas un problème de closing ou de réponse aux objections, c'est un problème d'opening. Donc, ça, c'est le premier paramètre. Maintenant, le prix, j'ai fait des études sur des milliers d'entretiens de vente. Le prix, c'est une objection qui, dans 80% des cas, est illégitime. Ok. L'objection de prix légitime, c'est je ne peux pas me le permettre. Ça, D'accord. c'est une objection de prix légitime. Par exemple, moi, est-ce que j'aimerais avoir une Bugatti Veyron? Oui, je ne peux pas me permettre, je ne peux pas l'acheter. Pourtant, je suis convaincu que c'est une bonne voiture, mais juste, je ne peux pas me le permettre. Et j'aurais beau faire tout ce que je ne peux pas acheter une voiture à 3 ou 4 millions d'euros. Voilà, donc ça, c'est légitime. Maintenant, quand les gens disent c'est trop cher, ben, c'est surtout qu'ils n'ont pas perçu la valeur. Sinon, le produit serait pas, il l'aurait acheté. Et c'est pareil pour tout ce qui est gratuit. Regardez, quand on prend par exemple des vidéos gratuites sur YouTube, il y en a des millions de millions de millions. On ne les regarde pas parce qu'on ne voit pas la valeur d'investir du temps pour le regarder. C'est pareil avec le prix. Si les gens n'achètent pas, c'est qu'ils n'ont pas vu la valeur. Maintenant, je vais faire une aparté pour vous expliquer les blocages fondamentaux. Les blocages fondamentaux, c'est des super cadenas psychologiques blindés qui empêchent votre prospect d'acheter. Le premier
blocage, c'est la confiance. C'est-à-dire que si la personne, elle n'a pas confiance en vous, elle n'a pas confiance dans l'entreprise que vous représentez, elle n'achètera pas. On n'est même pas sur du débat, c'est cher, c'est pas cher. Si elle n'a pas confiance, elle n'achète pas. Donc déjà, il faut qu'elle ait réellement confiance en vous et en l'entreprise. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas parce que le client vous dit oui, c'est bon, j'ai confiance, qu'il a réellement confiance au fond. Donc ça, le premier blocage, c'est la confiance. Confiance, ok. Le deuxième blocage, c'est le produit. C'est-à-dire que le produit, est-ce qu'il en a besoin déjà de ce truc-là? Parce qu'il n'en a pas besoin. Vendre de la glace aux Esquimaux, ben, ça n'a pas de sens déjà. Donc, est-ce qu'il en a besoin? Et est-ce que le prospect se dit oui, ça va marcher, oui, ça va être utile, oui, ça va servir, oui, j'en ai besoin, oui, c'est ça qu'il me faut. Si la personne, elle n'a pas fait le oui fonctionnel, ne parlez pas de prix. Elle n'est même pas sûre que ça marche. Pourquoi parler de prix? Elle n'est pas sûre. Elle ne croit pas en le produit. Donc déjà, ça ne marche pas. Ensuite, il y a un autre blocage, c'est le blocage du timing. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui n'est pas le bon moment, mais peut-être que ça le sera demain. Peut-être que votre solution, produit, offre ou service demande beaucoup de temps de mise en place et la personne n'aura pas ce temps pour le mettre en place. Et donc, du coup, elle ne pourra pas le faire. Là, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a le Figaro qui m'a appelé et ils m'ont dit voilà, on veut préparer un truc avec vous, faire des trucs filmés, etc., etc. Est-ce que vous voulez le faire? Et j'ai dit oui, je veux le faire, mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps de préparer tout ça. Vous allez renvoyer du trafic sur mon LinkedIn. Je n'alimente pas mon LinkedIn parce que je n'en vois pas l'utilité, donc je ne le fais pas. Ce n'est pas une question de prix, c'est une question de timing. J'aurai trop de travail à faire pour l'optimiser, donc ça ne marche pas. Et ensuite, le dernier, forcément, c'est le prix. Voilà. Mais si tu n'as pas déverrouillé la confiance, le produit, etc., ne demande pas à ton client s'il peut se permettre de l'acheter ou pas. Voilà. Ça, c'est du conseil, c'est du lourd. Parce que, très honnêtement, c'est vrai on focalise beaucoup sur l'objection du prix, alors qu'il y a des éléments. Le prix ne doit être qu'une variable d'ajustement, en fait, et pas un frein, normalement, à l'achat. Mais tout ça, vous le découvrirez tous et toutes, justement, dans le livre de Laurent. Je vous ai mis, donc vous avez le lien en dessous, je vous remets le lien également dans le chat, je vous ai mis le lien Amazon. Allez-y, très honnêtement, franchement, la somme est modique, très franchement. Par contre, les connaissances à l'intérieur ne pourront que vous aider, en tout cas, à vous développer. Si vous avez aimé, en tout cas, cet échange avec Laurent, je te remercie beaucoup. Je n'ai pas vu d'autres questions. Puis, bon, l'idée, c'est que normalement, je respecte le timing, mais là, pour des entretiens comme ça, moi, comment dire, j'hésite pas à dépasser un petit peu le temps. Où est-ce qu'on peut te retrouver au-delà? Bon, là, j'ai mis le lien Amazon, mais j'ai bien compris, tu développes moins les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a, si on te cherche sur le web, où est-ce qu'on peut te trouver? En règle générale, si les gens m'envoient un message ou sur LinkedIn ou sur Facebook, en règle générale, je réponds. Maintenant, c'est vrai que je fais pas de publi quotidienne où j'explique que j'ai mangé un sandwich et que c'était génial. Je veux bien te croire. Ou que j'explique que je prends un fait d'actualité quelconque sur lequel je rebondis en trouvant un pseudo-lien avec mon quotidien pour surfer sur l'actualité. Voilà. Mais par contre, j'accepte toujours bien volontiers les échanges, les discussions avec les gens parce que j'adore discuter avec les gens. Je pense que si j'ai fait ce métier, c'est qu'à la base, j'aimais tout simplement parler avec les gens. En tout cas, cet adage ne t'a pas trahi aujourd'hui, c'est très clair. Merci beaucoup pour les précieux conseils que tu nous as transmis. Les retours sont dithyrambiques, tout le monde en tout cas te remercie. Il y a des merci beaucoup, c'était génial. Merci à tous, on a dépassé un peu le timing, mais voilà, c'était plus qu'intéressant. Merci beaucoup Laurent, belle continuation en tout cas à toi, puis dans le développement en tout cas de tes différents projets. Et puis pour les autres, je vous dis à très bientôt. Pour le replay, vous l'aurez bien sûr par mail et je vous envoie en tout cas les liens. Et pour ceux qui nous voient en replay, vous aurez tous les liens. Je les rajouterai de LinkedIn, de Facebook, de Laurent. Je mettrai ça dans la description. En tout cas, très belle fin de journée à tous et à très bientôt dans le prochain webinaire. Merci beaucoup, Laurent. À bientôt. Ciao. Ciao.